L'année 1816. L'année sans été. De la neige en juin dans toute la Nouvelle-Angleterre. Des récoltes qui périssent à travers l'Europe. La famine dans tout l'hémisphère nord. Demandez à n'importe quel historien ce qui l'a provoqué, et vous obtiendrez invariablement la même réponse, le mont Tambora. Une éruption volcanique en Indonésie en avril 1815, la plus importante jamais enregistrée, qui a projeté tellement de cendres dans l'atmosphère qu'elle a refroidi la planète entière pendant plus d'1 an. Voilà l'explication officielle. Et pendant la majeure partie de ma vie, je l'ai acceptée sans me poser de questions. Mais une interrogation a commencé à me hanter. Et si l'explication volcanique ne nous livrait pas toute l'histoire? J'ai commencé à examiner les preuves, pas seulement les données climatiques, mais tout ce qui entoure cette période. Les registres démographiques, la chronologie architecturale, les mouvements massifs de population, les réponses institutionnelles. Et plus je creusais, plus l'explication volcanique s'effondrait sous le poids de ce qu'elle était censée expliquer. Parce que voici ce qu'on nous demande de croire. Une seule éruption volcanique a provoqué un bouleversement climatique suffisamment grave pour déclencher une famine de masse, une migration sans précédent et une réorganisation fondamentale des infrastructures sociales sur plusieurs continents, tout cela documenté, tout cela reconnu. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cet événement a laissé derrière lui exactement le genre de traces qu'on attendrait de quelque chose de bien plus catastrophique qu'un volcan. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Les relevés de température de 1816 sont véritablement troublants. On ne parle pas d'un léger refroidissement. On parle de chutes de neige dans le Massachusetts en juin, de gelées meurtrières tout au long des mois de juillet et août, de pertes de récoltes si catastrophiques qu'elles ont déclenché des émeutes de la faim à travers l'Europe. Mais c'est là que ça devient étrange. Le refroidissement n'était pas uniforme. Certaines régions ont connu la dévastation, tandis que d'autres n'ont subi qu'un impact minimal. Les chutes de température ne suivent pas les schémas de circulation atmosphérique qu'on attendrait d'une dispersion de cendres volcaniques. Le calendrier ne correspond pas non plus tout à fait au modèle de refroidissement volcanique. Les effets les plus graves sont apparus trop rapidement après l'éruption du Tambora et, dans certains cas, des perturbations climatiques régionales ont commencé à apparaître dans les archives avant même la date de l'éruption. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les hivers volcaniques. La dispersion des cendres suit des schémas atmosphériques prévisibles. Le refroidissement devrait être progressif et généralisé. La récupération devrait être lente. Pourtant, l'événement de 1816 montre une sévérité localisée, un début abrupt et des schémas de récupération irréguliers que les climatologues peinent encore à expliquer en se basant uniquement sur le modèle volcanique. Et ce ne sont que les données climatiques. Le véritable mystère émerge quand on regarde ce qui s'est passé ensuite. Ce qui a suivi 1816 a été un mouvement de population sans précédent. Pas une migration progressive, pas un ajustement économique, mais un repeuplement massif à une échelle qui semble impossible pour la cause invoquée. Regardez le mouvement des trains d'orphelins qui a débuté dans les décennies suivantes. Entre 1853 et 1929, plus de 200 000 enfants ont été relocalisés des villes de l'Est vers les zones rurales à travers l'Amérique. L'explication officielle, la surpopulation urbaine et la pauvreté. Mais l'ampleur, le calendrier, la coordination institutionnelle requise, tout cela suggère quelque chose de plus important qu'une simple difficulté économique. Il ne s'agissait pas d'efforts caritatifs, isolés, c'était une redistribution systématique. Des enfants retirés à leur famille, placés dans des trains, envoyés vers l'ouest par vagues organisées. La documentation est lacunaire. Les registres d'origine sont souvent manquants. Les histoires familiales s'interrompent brusquement. Et quand vous demandez pourquoi tant d'orphelins sont soudainement apparus dans les villes de l'Est dans les décennies qui ont suivi 1816, le récit officiel pointe du doigt l'industrialisation et la migration urbaine. Mais l'industrialisation n'explique pas les chiffres.
Elle n'explique pas la réponse institutionnelle. Elle n'explique pas pourquoi cette période particulière a vu de tels efforts concentrés de redistribution de population, ni pourquoi ces enfants n'avaient souvent aucun historique familial documenté au-delà d'un certain point. Le schéma se répète à l'échelle mondiale. En Europe, des vagues massives de migration ont suivi la famine de 1816. En Russie, les centres de population se sont déplacés. En Asie, les registres démographiques montrent des lacunes inexpliquées et des relocalisations soudaines, tout cela attribué aux difficultés économiques liées aux pertes de récoltes. Pourtant, voici ce qu'on nous demande d'accepter. Une éruption volcanique a provoqué un bouleversement climatique suffisamment grave pour déclencher la réorganisation complète des populations sur plusieurs continents, nécessitant la création de nouvelles institutions, de nouvelles infrastructures et des efforts coordonnés s'étendant sur des décennies. Tout cela pour faire face aux conséquences d'une catastrophe naturelle qui, officiellement, n'a duré qu'environ 18 mois. Une fois qu'on perçoit l'ampleur de la réponse, l'explication volcanique commence à sembler insuffisante. Maintenant, s'il s'agissait vraiment juste d'un hiver volcanique suivi d'une famine, on s'attendrait à voir certaines choses dans les archives architecturales. Une adaptation progressive, des variations régionales, des contraintes économiques visibles dans la construction, des structures bâties pour répondre à des défaillances agricoles spécifiques. Ce n'est pas ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve, en revanche, ce sont des bâtiments institutionnels massifs qui apparaissent par vagues pendant la période post-1816, des orphelinats, des asiles, des maisons de correction, des hospices, tous construits avec une uniformité remarquable, tous apparaissant dans un délai compressé, tous affichant des caractéristiques architecturales qui suggèrent des objectifs au-delà de leurs fonctions officielles. Ce n'étaient pas de simples abris, c'étaient des structures d'ingénierie, des fondations renforcées, des plans standardisés, une capacité dépassant largement le besoin déclaré. Et ils apparaissent simultanément dans différentes régions, différents pays, différents continents, tous censés répondre indépendamment à la même catastrophe climatique. La construction elle-même soulève des questions. D'où provenaient les ressources pendant une période de dévastation économique supposée? Comment une telle construction a-t-elle été coordonnée pendant une période de famine? Pourquoi les structures montrent-elles une continuité architecturale avec des techniques de construction antérieures que l'histoire officielle prétend perdues ou oubliées? Et voici la partie la plus étrange. Beaucoup de ces bâtiments incorporent des éléments de conception, systèmes de chauffage, ventilation, renforcement structurel, qui semblent conçus pour des scénarios allant au-delà du logement de populations déplacées. Ils semblent construits pour protéger les occupants de quelque chose d'environnemental, quelque chose d'externe. C'est là que le récit officiel s'effondre vraiment. Parce que ce que nous observons n'est pas une série de réponses régionales isolées à des catastrophes locales. Nous observons une réorganisation institutionnelle coordonnée à l'échelle mondiale se produisant simultanément dans des régions déconnectées. Les trains d'orphelins en Amérique, l'expansion du système des hospices en Grande-Bretagne, le boom de la construction d'asiles à travers l'Europe, les redistributions de population en Russie, tout cela se produit dans le même laps de temps compressé. Tout est attribué aux réponses au même hiver volcanique. Mais une coordination à cette échelle nécessite une infrastructure de communication, des réseaux de transport, des cadres institutionnels et une planification centralisée qui, officiellement, n'existait même pas encore. Le télégraphe n'était pas largement déployé. La coordination internationale était limitée. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, des gouvernements et des institutions disparates ont tous répondu à la catastrophe climatique de 1816 avec des solutions presque identiques. Construction institutionnelle de masse et redistribution systématique de la population. Demandez-vous, comment est-ce possible? Comment des régions isolées développent-elles des réponses identiques à une catastrophe mondiale sans l'infrastructure pour coordonner de tels efforts? Comment expliquez-vous l'uniformité architecturale, la similitude institutionnelle, la synchronisation temporelle?
À moins, bien sûr, que la coordination n'existe déjà, à moins que l'infrastructure ne soit déjà en place, à moins que ce que nous voyons ne soit pas des réponses indépendantes à une catastrophe, mais plutôt une réponse coordonnée à quelque chose qui nécessitait une gestion mondiale. Et c'est là que l'hypothèse de l'hiver nucléaire devient impossible à ignorer. Je veux être très prudent ici. Je ne fais pas d'affirmation définitive. Je présente des preuves et je pose des questions. Un hiver nucléaire produit des effets atmosphériques spécifiques, des chutes de température rapides, des schémas de refroidissement irréguliers basés sur la distribution des explosions plutôt que sur la circulation atmosphérique, une sévérité localisée, une perturbation environnementale nécessitant une réponse institutionnelle et une protection de la population. Les données climatiques de 1816 correspondent mieux à ces schémas qu'au modèle volcanique standard. Maintenant, considérez ce qu'un échange nucléaire à grande échelle nécessiterait en termes de gestion des conséquences. Une redistribution immédiate de la population, loin des zones affectées. Une construction institutionnelle de masse pour héberger les populations déplacées. Une réorganisation systématique de l'infrastructure sociale. L'effacement des registres d'avant la catastrophe pour éviter la panique. La création d'explications alternatives pour la perturbation environnementale. Regardez les preuves. Mouvement de population massif après 1816. Construction institutionnelle sans précédent. Vague d'orphelins nécessitant une redistribution systématique. Caractéristiques architecturales. Suggérant une protection environnementale. Coordination mondiale pendant une période d'isolement. Supposé schéma climatique incompatible avec une causalité purement volcanique. Tout cela officiellement expliqué comme réponse à un volcan. Mais les hivers volcaniques ne nécessitent pas de trains d'orphelins. Ils ne nécessitent pas la construction d'institutions fortifiées avec des caractéristiques de protection environnementale. Ils ne nécessitent pas l'effacement systématique des registres de population ou la redistribution d'enfants dont les histoires familiales se terminent abruptement. Une catastrophe nucléaire, si. Si vous trouvez cette enquête précieuse, je vous encourage à examiner vous-même les sources primaires. Les données climatiques sont disponibles. Les registres institutionnels existent. Les preuves architecturales peuvent être étudiées. Ne me croyez pas sur parole, regardez ce que les preuves montrent réellement. Maintenant, voici où ça se complique. Parce que si nous examinons des preuves d'une catastrophe à grande échelle nécessitant une réponse mondiale, nous devons nous demander, catastrophe de quoi? La destruction de quelle civilisation ou infrastructure nécessiterait ce niveau de gestion coordonnée des conséquences? C'est là que l'hypothèse tartarienne entre dans l'enquête. Regardez les cartes d'avant 1816. Regardez les relevés architecturaux. Regardez les structures qui ont survécu jusqu'à l'ère moderne. Il y a des preuves d'infrastructures sophistiquées, de techniques de construction avancées et d'urbanisme coordonné qui précèdent la révolution industrielle officielle. Des bâtiments affichant une précision d'ingénierie qui ne devrait pas encore exister. Des villes tracées avec une précision mathématique. Des infrastructures suggérant une planification centralisée. Puis regardez ce qui se passe après 1816. Des lacunes soudaines dans les archives architecturales. Des structures attribuées à des périodes antérieures, mais montrant des techniques de construction d'époques ultérieures. De la documentation manquante, des transitions abruptes dans les styles de construction, et partout des institutions conçues pour gérer des populations déplacées. Et si 1816 n'était pas qu'une catastrophe climatique? Et si cela marquait la destruction ou l'effondrement d'infrastructures existantes à une échelle nécessitant une réorganisation sociale complète? Et si les trains d'orphelins ne transportaient pas des enfants déplacés par la famine, mais plutôt des survivants de quelque chose qui a détruit des centres de population entiers? L'hypothèse de l'hiver nucléaire fournit un mécanisme, une civilisation avancée possédant une technologie d'armement, un échange ou un accident catastrophique, une perturbation environnementale mondiale, des infrastructures survivantes nécessitant soit la destruction, soit la conversion à de nouveaux objectifs, des populations nécessitant une redistribution et une gestion institutionnelle,
et puis la création d'un récit alternatif, une éruption volcanique, une catastrophe naturelle, quelque chose de compréhensible, quelque chose qui ne nécessite pas d'expliquer comment une technologie d'armement avancée existait au début du XIXe siècle. Revenons à ces trains d'orphelins. Parce qu'une fois qu'on commence à poser des questions plus profondes, l'explication officielle devient de plus en plus difficile à maintenir. Plus de 200 000 enfants, systématiquement relocalisés, souvent sans histoire familiale documentée. Placés dans des familles dans des zones rurales, loin des centres urbains, loin des régions les plus touchées par la catastrophe climatique supposée. On nous dit qu'il s'agissait d'enfants déplacés par la pauvreté urbaine suite à la famine de 1816. Mais le calendrier ne fonctionne pas. Le mouvement des trains d'orphelins n'a atteint son apogée que des décennies après 1816. S'il s'agissait simplement d'une réponse à la famine, pourquoi cette réponse institutionnelle tardive? Pourquoi les programmes ont-ils continué pendant près de 80 ans? Et pourquoi les registres étaient-ils si incomplets? Pourquoi tant de ces enfants n'ont-ils aucune origine documentée? Pourquoi les histoires familiales sont-elles si souvent tronquées à un point spécifique? À moins que ces enfants ne soient pas des orphelins de la pauvreté, à moins qu'ils ne soient des survivants de quelque chose qui a complètement détruit leur communauté, à moins qu'ils n'aient été déplacés loin de zones qui restaient dangereuses ou qui contenaient des preuves de ce qui s'était réellement passé. Le schéma suggère une relocalisation systématique loin de zones spécifiques. La réponse institutionnelle suggère la gestion d'une population qui ne pouvait pas rester sur place. Les preuves architecturales suggèrent une préparation à des menaces environnementales qui s'étendaient au-delà d'une perturbation climatique temporaire. Une fois qu'on le voit, on ne peut plus l'ignorer. Voici ce qui me dérange le plus. L'absence totale d'explications alternatives dans les histoires officielles, l'uniformité du récit volcanique, l'absence de questionnement contemporain sur l'ampleur de la réponse institutionnelle. Réfléchissez-y. Une éruption volcanique provoque une perturbation climatique qui déclenche la construction de milliers d'institutions, la relocalisation de centaines de milliers de personnes, la réorganisation de l'infrastructure sociale sur tous les continents et la redistribution systématique d'enfants dont les registres familiaux n'existent souvent pas. Et personne ne s'est demandé si la réponse correspondait à la cause. Le silence était assourdissant. Et il le reste aujourd'hui. Mentionnez l'hiver nucléaire dans le contexte de 1816 et vous êtes rejeté comme conspirationniste. Soulignez le problème de coordination et on vous dit que c'était juste une réponse efficace à la crise. Questionnez les registres d'orphelins et vous êtes accusé d'être insensible à la pauvreté historique. Mais les questions demeurent, les preuves demeurent, les schémas demeurent. Pourquoi un hiver volcanique nécessitait-il des trains d'orphelins? Pourquoi une perturbation climatique nécessitait-elle une construction institutionnelle fortifiée avec des caractéristiques de protection environnementale? Pourquoi la redistribution de la population s'est-elle poursuivie pendant des décennies après la récupération climatique? Pourquoi les registres sont-ils incomplets? Pourquoi la chronologie architecturale est-elle incohérente? Pourquoi la coordination dépasse-t-elle l'infrastructure de communication déclarée? Ce ne sont pas des questions radicales, ce sont des observations basiques sur des preuves documentées. En fin de compte, ce qui me hante le plus n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qu'on ne nous permet pas de savoir. Si 1816 a marqué la destruction ou l'effondrement d'infrastructures avancées, s'il a représenté une catastrophe à une échelle nécessitant une réorganisation sociale complète, s'il a nécessité la création d'un récit historique alternatif, alors quelles connaissances ont été perdues? Pendant des décennies après la perturbation climatique, nous voyons l'humanité lutter pour reconstruire des techniques que les registres antérieurs suggèrent déjà maîtriser. Dans les années 1850, lorsque le développement industriel a supposément pris son essor, nous n'inventions pas de nouvelles méthodes. Nous redécouvrions les anciennes. La fabrication de précision, la métallurgie avancée, les techniques de construction sophistiquées apparaissent toutes par fragments avant 1816.
Après 1816, elles réémergent lentement comme si elles étaient reconstituées. Ce n'est pas du progrès, c'est de la récupération. Et si c'était de la récupération, qu'est-ce qui a été perdu? Quelles connaissances existaient avant la rupture et ont nécessité des générations pour être reconstruites? Quelle capacité le monde d'avant 1816 possédait-il que nous n'avons retrouvé qu'après des décennies d'efforts? Les preuves architecturales fournissent des indices. L'ingénierie acoustique dans des bâtiments supposément construits avant que la science n'existe. Des alignements astronomiques précis dans des structures attribuées à des ouvriers coloniaux scientifiquement illettrés. Des systèmes porteurs qui dépassent les exigences fonctionnelles, suggérant une connaissance de force non formellement comprise avant bien plus tard. Ce n'étaient pas des gens primitifs qui devinaient correctement, c'étaient des structures construites par des gens qui comprenaient des principes qu'on nous dit qu'ils ne pouvaient pas connaître. Et puis 1816 est arrivé, quoi que ce soit, quelle que soit la vraie cause, et ces connaissances se sont fracturées, dispersées, préservées dans des vestiges physiques mais perdues dans l'application pratique. Et les trains d'orphelins suggèrent quelque chose d'encore plus sombre. Le retrait systématique des témoins, la relocalisation des survivants, l'effacement de la mémoire par le déplacement et le contrôle institutionnel. Je ne peux pas prouver de manière définitive ce qui a causé l'année sans été. Je ne peux pas prouver qu'un échange nucléaire a détruit une civilisation précédente. Je ne peux pas prouver l'hypothèse tartarienne. Mais je peux vous montrer les preuves. Je peux souligner les schémas. Je peux poser les questions que l'histoire officielle refuse d'aborder. Plus je creusais, moins l'explication volcanique tenait la route. Non pas parce que les volcans ne peuvent pas affecter le climat, ils le peuvent, mais parce que la réponse à 1816 va tellement au-delà de ce qu'un hiver volcanique nécessiterait. Elle suggère quelque chose de plus vaste, quelque chose qui devait être géré, caché, expliqué d'une autre manière. Les preuves suggèrent quelque chose de bien plus important qu'on ne nous l'a dit. Et c'est peut-être la réalisation la plus troublante de toutes. Non pas ce qui s'est passé, non pas quand c'est arrivé, ni même comment c'est arrivé, mais que cela puisse être caché si complètement, si longtemps, derrière une histoire juste assez plausible pour que la plupart des gens ne pensent jamais à la remettre en question. L'année sans été, un hiver volcanique, une catastrophe naturelle. La question n'est pas de savoir si quelque chose s'est passé au-delà du récit officiel. Les preuves le rendent presque certain. La question est de savoir ce, exactement, qu'on ne nous dit toujours pas sur le monde d'avant 1816 et ce qui a été perdu ou caché quand ce monde a pris fin.